Bienvenue sur Slipodo. L'histoire va commencer dans quelques secondes. Nous vous présentons ce soir un livre audio inédit de Miss Marple, La mort frappe 2 fois. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre aide. Malheureusement, si nous n'atteignons pas les 1000 abonnés rapidement, nous devrons arrêter de publier des histoires pour dormir. Si vous souhaitez nous aider et continuer de bénéficier de nos histoires, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit pour vous, mais c'est vital pour nous. Merci de votre aide. Installez-vous confortablement. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. En cette matinée d'automne, voilée de brume fine et de lumière pâle, Miss Marple tricotait calmement près de la fenêtre de son salon lorsqu'un coup discret retentit à sa porte. Son regard bleu acier se leva aussitôt. Les visiteurs impromptus à St. Mary Mead ne manquaient pas, mais celui-ci frappait d'une manière urgente, contenue, presque désespérée. Lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit un homme jeune encore, au visage tiré par la fatigue et les nuits sans sommeil. Le sergent Thornley. Son uniforme était légèrement froissé, ses yeux rougis. « Je m'excuse de vous déranger, Miss Marple, » dit-il d'une voix éraillée. « Mais c'est une affaire que je n'arrive pas à comprendre. Et Dieu m'en soit témoin, ni personne d'autre, semble-t-il. » Elle l'invita à entrer et lui indiqua le fauteuil près du feu. Thornley s'y assit avec soulagement, ôtant sa casquette d'un geste las. Tandis que la bouilloire commençait à chanter, Miss Marple observait sans un mot les traits nerveux du policier. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était emplie de gravité. Depuis 3 nuits, 3 hommes du village sont morts. 3 nuits, 3 maisons différentes, 3 mêmes circonstances. Miss Marple posa sa tasse, ses yeux pétillants d'un intérêt immédiat. Thornley se pencha vers elle, les mains jointes. La première victime, M. Edgar Finch, un comptable de Maple Lane, un homme tranquille, sans histoire. La nuit du 15 novembre, vers minuit, 2 coups ont été frappés à sa porte, 2 sons clairs et secs. Ses voisins les ont entendus distinctement. Personne n'a vu personne. Le lendemain matin, sa gouvernante est venue et l'a trouvé mort dans son salon, effondré près de son fauteuil. Il tenait encore une enveloppe scellée à la cire rouge. Le sceau était froissé, la lettre éparpillée. Pas de blessure, pas d'intrusion. Le médecin a parlé d'arrêt cardiaque subit, sans cause apparente. Miss Marple écoutait sans bouger, une maille suspendue entre ses doigts. « Et les 2 suivants ?» demanda-t-elle simplement. Le lendemain, c'est M. Harold Benson, l'antiquaire, qui est mort. 2 coups, même heure, même scénario. Son domestique, Willis, a entendu le bruit depuis l'étage, puis le silence. Quand il est descendu 20 minutes plus tard, son maître gisait dans l'entrée, comme foudroyé. La même enveloppe, la même cire rouge. Par peur, Willis n'a rien touché avant notre arrivée. Nous avons trouvé le corps encore chaud, sans aucune trace de lutte. Miss Marple hocha légèrement la tête, comme si elle notait mentalement un schéma familier. « Et le 3e ?»« Monsieur Léonard Cavanaugh », répondit Thornley, sentant monter sa propre stupeur. Ancien professeur de mathématiques, mort la nuit dernière, selon le même rituel. 2 coups, entendus par plusieurs voisins. Sa gouvernante, Madame Fletcher, a rapporté avoir entendu M. Cavanaugh descendre, ouvrir la porte, puis un cri bref et un bruit sourd. Elle l'a trouvé écroulé près du seuil, une enveloppe ouverte au sol. Même sceau.
Même message à l'intérieur, semble-t-il. Une longue pause suivit. Le tic-tac discret de l'horloge fit entendre son autorité tranquille dans le silence. 3 morts en 3 nuits, et aucune explication naturelle, murmura Miss Marple. Voilà qui est singulier. Thornley soupira. L'inspecteur principal prétend qu'il s'agit d'un hasard, des crises cardiaques successives chez des hommes d'âge mûr. Mais, Miss Marple, 3 morts subites à la même heure exacte, après 2 coups frappés à la porte. Je n'appelle pas cela un hasard. Elle observa la flamme du feu, pensive. Non, sergent, je n'appelle pas cela un hasard non plus. Elle se leva lentement et alla jusqu'à la fenêtre. Le brouillard s'était levé, révélant le calme jardin d'hiver du cottage, où les roses fanées se balançaient sous le vent. On dit que les événements les plus extraordinaires se tiennent sur des détails insignifiants. Racontez-moi, sergent Thornley, que disent les villageois? Le jeune homme hésita. Ils sont terrifiés, Miss Marple. Les boutiques ferment avant la tombée du jour. Les familles s'enferment dès la nuit. Certains parlent d'un esprit vengeur, d'autres d'une société secrète. 3 familles ont quitté temporairement le village pour Londres. Elle esquissa un mince sourire. Ah, Sainte Mary Mead et sa fertile imagination. Mais la peur, voyez-vous, amplifie toujours le mystère, rarement la vérité. Elle se rassit. Parlez-moi des enveloppes. Qui les a? Je les ai apportées, dit Thornley avec empressement. Il sortit de sa sacoche 3 sachets hermétiquement refermés, contenant chacun une enveloppe jaunâtre, scellée d'une cire rouge, bordeaux, où l'on distinguait grossièrement un motif circulaire. Miss Marple ajusta ses lunettes et observa les sceaux sans les toucher. 2 marteaux croisés, curieux symbole. Avez-vous remarqué s'il s'agissait du même dans chaque cas? Identique, à s'y méprendre. Le message à l'intérieur aussi. Je ne pourrais pas vous en dire davantage sans l'autorisation de l'inspecteur. L'inspecteur est libre de garder son secret, mais la mort préfère rarement attendre un règlement administratif, sergent. Un silence complice s'installa. Le feu crépitait doucement. Thornley, fasciné malgré lui, regardait cette vieille dame ridée au regard clair et ferme, qui parlait du meurtre comme d'un problème de couture mal fini. « Vous croyez donc à un assassinat ?» demanda-t-il enfin. « À un mécanisme, sergent, » répondit-elle. « Chaque crime, lorsqu'il est parfait, s'appuie sur la mécanique la plus ordinaire des comportements humains. Ces hommes ont entendu 2 coups familiers, ont ouvert leur porte, puis touché leur enveloppe, 3 gestes simples et peut-être mortels. Thornley fronça les sourcils. Vous pensez à un poison, mais il n'y a eu aucune trace. Rien de visible, en effet, mais je connais quelques substances qui n'en laissent pas davantage. Si la cire scellant l'enveloppe contenait un agent toxique absorbé par la peau. Elle laissa sa phrase en suspens. Le sergent écarquilla les yeux. Les victimes se seraient empoisonnées elles-mêmes en ouvrant la lettre. Exactement. Cela expliquerait leur expression de terreur. La mort subite, foudroyante, et l'absence d'agresseur. Miss Marple s'interrompit pour verser une nouvelle tasse. Ses mains fragiles semblaient d'autant plus assurées qu'elle évoquait la mort avec sérénité. « Dites-moi, sergent, les lettres étaient-elles timbrées? » « Non, remises en main propre, semble-t-il, aucun cachet postal. Ce qui signifie que celui ou celle qui les a déposées connaissait bien leurs habitudes. Et les 2 coups? Toujours le même motif, 2 coups francs à minuit. Elle répéta à mi-voix,
2 coups à minuit. Un signal convenu peut-être, un code que seuls certains reconnaissent. Son regard se posa sur Thornley avec douceur. « Vous voyez, sergent, les cadavres parlent rarement, mais les coutumes, elles, parlent toujours. Ces 2 coups ne sont peut-être pas un avertissement mystique, mais un souvenir partagé. » Thornley prit quelques notes, visiblement impressionné. « Que voulez-vous faire maintenant ?» « Examiner les lieux. 3 scènes presque identiques peuvent dissimuler 3 variations minuscules. Si nous découvrons laquelle, nous tiendrons le fil de toute l'affaire. » Elle attrapa son châle et son chapeau de feutre gris. Thornley se leva précipitamment. « Vous voulez dire aujourd'hui ? Le meurtrier, sergent, ne nous attendra pas demain. » Quelques minutes plus tard, le cottage retombait dans le calme. Le feu s'éteignait lentement dans l'âtre. Par la fenêtre, la brume recommençait à descendre sur St. Mary Mead, enveloppant les toits et les jardins. Au loin, la cloche du presbytère sonnait 11h30, annonçant une nouvelle nuit et peut-être un 4e coup du sort à venir. Dès l'aube du lendemain, Miss Marple, qui ne dormait guère lorsqu'une énigme réclame son esprit, s'installa à son petit bureau blanc, face à la fenêtre, où la givre du matin dessinait des arabesques. Sur le plateau ciré, 3 enveloppes attendaient, alignées côte à côte, comme des reliques silencieuses. Le sergent Thornley, debout derrière elle, paraissait tendu, conscient de la gravité de l'analyse que la vieille dame s'apprêtait à entreprendre. Miss Marple ajusta ses lunettes et retira la première enveloppe de son sachet de preuves. La cire rouge, d'un bordeaux profond, portait un symbole gravé d'une netteté étrange. 2 marteaux croisés à angle parfait. Le dameletu, même motif ornementait les 2 autres. Elle approcha une loupe, un objet mince et méticuleusement poli qu'elle employait davantage d'ordinaire pour raccommoder ses gants que pour scruter la mort. 2 marteaux croisés, sergent. Voilà un insigne bien ancien. Rien d'étonnant qu'il échappe à un œil moderne, murmura-t-elle. Elle effleura délicatement le rabat intérieur du doigt ganté. Tenez, regardez cela. Une nuance plus sombre, brunâtre, au bord de la colle, et une texture légèrement grasse. Thornley se pencha. Une trace d'huile ? Ou d'un agent chimique ? Un poison peut-être ? Un homme referme l'enveloppe, et le soir venu, il l'humidifie pour l'ouvrir. La substance agit par contact, simple, silencieux, imparable. Son ton ne traduisait ni horreur ni fascination, mais une sorte d'estime tranquille pour la mécanique du crime. Elle replaça les 3 enveloppes dans leur sachet et les tendit à Thornley. « Faites-les envoyer dès aujourd'hui à un laboratoire de Londres. Qu'ils analysent la cire, le papier et surtout cette fine pellicule huileuse. Les morts parlent moins que ces fragments. » Elle se leva alors, posant son châle sur ses épaules. « Allons voir la maison de M. Finch. Le lieu d'un premier trépas garde souvent l'ombre d'un geste oublié. » Maple Lane somnolait sous une lumière de fin d'automne, calme et craintive. Chez Edgar Finch, l'ordre méticuleux des lieux frappait d'abord. Tout semblait figé depuis le drame. Le fauteuil où on avait retrouvé le comptable restait couvert d'une housse blanche, et le verre de cognac, à moitié vide, n'avait pas été ôté par les enquêteurs. Miss Marple s'en approcha et inclina la tête un instant au-dessus du verre. Aucune amertume perceptible. « Je suppose qu'il a été analysé ?»« Oui, pas de traces de toxique, » répondit Thornley. « Très bien. Cela signifie que la mort n'est pas entrée par la bouche, mais par la main. »
Elle parcourut la pièce du regard. Sur le bureau bien rangé, un agenda recouvert de cuir brun attira son attention. Elle l'ouvrit avec la précaution d'un bibliothécaire. Entre les colonnes serrées d'une écriture nette, quelques mentions ressortaient. Réunion 2C, notée chaque premier mardi du mois. Et, entourée d'un trait nerveux, la date du 15 novembre précédée de 3 points d'interrogation. Dernier avertissement, 2C, les initiales d'une société ou d'un groupe, et un avertissement quelques jours avant la mort. Voilà qui devient intéressant, sergent. En feuilletant rapidement les pages précédentes, elle observa un rythme d'une rigueur quasi militaire, un homme de comptes et de méthodes. Mais rien ne préparait cet effroi final. Elle referma doucement le carnet. L'homme savait que quelque chose approchait. La demeure suivante, celle de M. Benson, respirait davantage la prospérité et le goût, mais aussi une inquiétante absence. L'antiquaire avait accumulé les objets des siècles précédents sans jamais leur donner la moindre chaleur. Son domestique, Willis, attendait, nerveux, froissant sa casquette entre ses doigts. Miss Marple prit le temps de le rassurer par un sourire léger. « Vous devez être fatigué, monsieur Willis. Ces événements éprouvent les plus solides. Dites-moi, avez-vous bien entendu 2 coups cette nuit-là » L'homme hocha la tête. « Oui, madame, 2 coups secs, comme avec le pommeau d'une canne. J'ai cru d'abord que c'était un client de passage, puis plus rien. Je n'ai pas bougé avant une bonne demi-heure. » « Pourquoi » Willis hésita, le regard fuyant. « Parce que ces dernières semaines, M. Benson n'était pas tranquille. Il passait ses soirées enfermé dans son bureau. Il m'a même demandé, un soir, de vérifier si les fenêtres du salon étaient bien verrouillées. J'ai cru qu'il craignait un vol, mais c'était autre chose. Que s'est-il passé 6 semaines avant sa mort ?» demanda Miss Marple d'un ton presque doux. Willis sembla blêmir. Il a acheté un meuble à une vente privée, un vieux secrétaire anglais. Il y passait des heures. Un jour, il a semblé bouleversé. Plus tard, il m'a dit qu'il y avait trouvé un vieux registre caché dans un compartiment secret. Miss Marple sentit son intérêt s'aiguiser comme une lame polie. « Ah, et savez-vous ce qu'il contenait » Willis baissa la tête. « Non, madame, il ne m'a rien dit. Le lendemain, il avait repris son calme, du moins en apparence. Puis plus rien. Quand il est mort, le registre avait disparu. Vous l'avez cherché ?» L'homme serra davantage sa casquette. « Oui, mais je n'ai rien trouvé. » Elle le contempla un moment, silencieuse, puis détourna les yeux volontairement. « Peut-être, mais il me semble, monsieur Willis, que vous avez trouvé plus que vous ne l'admettez. » Son silence servit de réponse. Lorsqu'elle sortit, Thornley, perplexe, la rejoignit sur le seuil. « Vous le croyez impliqué ?»« Non, seulement effrayé. L'effroi ment souvent mieux que la culpabilité. » En traversant la boutique attenante, ils interrogèrent une employée qui mentionna que le secrétaire provenait de la succession d'un certain Richard Davenport, décédé à Londres 5 ans plus tôt. Miss Marple retint le nom sans commentaire, mais son œil brilla d'une lueur calculée. La villa de Leonard Cavanaugh, la 3e victime, se dressait au bout d'une allée bordée de tilleuls nus. Madame Fletcher, la gouvernante, ouvrit avec émotion contenue. Petite femme aux allures précises, elle répondait à Miss Marple avec gratitude, comme à une consolatrice d'un genre supérieur. « Mon maître était un homme bon, mais tourmenté, » expliqua-t-elle, en guidant la visiteuse dans la bibliothèque.
Il travaillait tous les soirs ici, souvent plongé dans ses vieux livres. Miss Marple contempla la pièce, bois sombre, étagère calée de volumes reliés, parfums de poussière et d'encre ancienne. Sur le bureau, plusieurs ouvrages demeuraient ouverts, des traités d'histoire et de sociétés secrètes britanniques. L'un d'eux, aux pages cornées, portait un titre évocateur, « La confrérie des deux marteaux ». Elle en feuilleta quelques pages. Un symbole de deux marteaux croisés. Encore. Vous voyez, sergent, la répétition des signes finit par dessiner une vérité. Madame Fletcher observa la vieille dame avec une sorte de respect craintif. Il disait souvent que certaines fautes ne meurent jamais. Les nuits de réunion, ils étaient 8, je crois, et toujours, à la fin, 2 coups frappés à la porte. C'était leur manière de se dire au revoir. Miss Marple leva les yeux. Ces réunions avaient une régularité? Le premier mardi du mois, toujours. Elle hocha lentement la tête. Le rituel, la symbolique, la régularité obsessionnelle, tout indiquait une confrérie ancienne, adaptée à un secret plus récent. Puis une phrase dans un carnet attira son regard. Dans le journal personnel de Cavanaugh, quelques lignes tremblaient. Le serment de 1910, le silence pèse comme une malédiction. Ai-je reçu l'avertissement scellé le premier? Le temps du jugement est-il venu? Miss Marple referma le cahier avec lenteur. Le crépitement discret du feu dans l'âtre remplit la pièce d'une chaleur fragile. Elle murmura « 3 morts, tous liés par des rituels disparus et une promesse vieille de 25 ans. Voilà le commencement d'une histoire qui n'aura su mourir. » Thornley, silencieux à ses côtés, comprit à ce moment précis que l'affaire dépassait la simple série de meurtres. Miss Marple, elle, voyait déjà plus loin, vers 1910, vers un serment oublié dont les ombres revenaient frapper 2 coups à chaque porte endormie. Le brouillard s'était levé sur St. Mary Mead, laissant au chemin du village une clarté laiteuse, douce mais trompeuse. Dans son salon orné de dentelles et d'azalées, Miss Marple, plume en main, recomposait la trame du mystère. Devant elle, 3 dossiers d'enquête soigneusement empilés. Finch, Benson, Cavanaugh. Autour d'eux, le fil invisible qui reliait 3 existences paisibles à un serment vieux d'un quart de siècle. Elle nota d'abord les dates, 15, 16 et 17 novembre. 3 morts consécutives, 3 nuits d'hiver, 3 coups du destin précédés du signal rituel, 2 coups sur une porte close. Le symbole des 2 marteaux croisés apparaissait sur toutes les lettres, reproduit avec soin sur la cire rouge. Elle prit une profonde inspiration et murmura à mi-voix, comme pour vérifier sa propre hypothèse. Ce n'est pas un message, c'est un code. On ne frappe pas 2 fois pour appeler la mort, mais parce que la victime sait ce que cela signifie. 2 coups pour conclure une réunion, 2 coups pour se reconnaître. Le soir même, Thornley revint la voir, les traits tirés par 2 journées de recherche dans les archives du canton. Elle lui servit le thé avant même qu'il ne commence. « Vous aviez raison, Miss Marple. Il y a bien eu un drame ici en 1910. Une vieille affaire effacée des mémoires officielles, mais pas des journaux d'époque. La faillite de la banque Hawthorne & Sons. » Miss Marple leva aussitôt les yeux. Hawthorne, le nom m'est familier. Un certain James Hawthorne, directeur, il accusait plusieurs de ses clients fortunés d'avoir retiré leurs fonds simultanément, précipitant la faillite. Il a porté plainte, menacé de révéler leur nom. 3 jours plus tard, il était retrouvé noyé. Verdict, suicide. Mais un article signale des doutes.
On parlait de meurtre. Miss Marple ferma les yeux un bref instant, laissant ses pensées s'ordonner. Et les familles touchées? Des commerçants ruinés, des artisans dispersés. Le fils Hawthorne, un adolescent de 16 ans, aurait été placé en orphelinat après la mort de son père. Quant à certains des clients riches, ils ont continué de prospérer. Elle prit une note rapide, d'écriture fine et régulière. Banque, trahison, 1910, vengeance possible, descendant Hawthorne. Puis elle posa la plume. Cela expliquerait la phrase « Le pacte est rompu, le prix doit être payé ». Un pacte autrefois conclu entre complices, brisé aujourd'hui par la justice ou la revanche. Thornley poursuivit. Ce n'est pas tout. Un employé de la banque, Thomas Marchand, aurait été l'informateur ayant vendu à certains clients la situation réelle de la banque. Il aurait disparu peu après, puis serait mort en 1912 dans un accident. On soupçonnait qu'il en savait trop. Marchand. Miss Marple répéta le nom en baissant la voix, sensible à sa sonorité. Elle demanda « Avait-il une famille ?» Une petite fille, Eleanor, placée à l'orphelinat après sa mort. Il y eut un silence. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Miss Marple releva la tête et observa la fumée qui se tordait dans l'air chaud. « Ainsi donc, sergent, nous avons deux lignées possibles, celle du banquier trahi et celle de l'employé sacrifié. Chacune porte en elle les motifs d'une vengeance méthodique. » Elle joignit les mains sur son cahier. « Voyons les faits. Ces messieurs Finch, Benson et Cavanaugh formaient ensemble un cercle. Le journal du dernier parle d'un serment, celui de 1910. Cette date correspond exactement à la faillite et à la mort du banquier. Les réunions du souvenir qu'il tenait chaque mois ne sont pas une innocente coutume, mais la réaffirmation d'un lien secret. Et les deux coups, la marque de leur ancien rituel. Thornley, qui prenait des notes avec application, releva la tête. « Vous pensez qu'ils ont formé une société secrète ?» Miss Marple sourit légèrement. « Pas une société, sergent. Un refuge. Ils se sont réunis pour sceller leur silence, pas pour célébrer une fraternité. Les hommes ne se cachent ensemble que sous le poids d'une même culpabilité. » Elle reprit son carnet, aligna soigneusement les dates. 1910, faillite, Hawthorne mort, Marchand disparu. 1935, victime mourant à 3 jours d'intervalle. 25 ans, sergent. Un chiffre rond, propre à nourrir les superstitions et les remords. Peut-être avait-il juré de garder ce secret durant 25 ans. Et le terme arrivé, quelqu'un a choisi d'honorer la parole différemment. Thornley fronça les sourcils. Alors, qui? Un survivant du groupe ou un héritier des victimes? L'un ou l'autre, mais j'inclinerai vers une vengeance. Les lettres le disent clairement. Le pacte est rompu. Celui qui a écrit cela se pose en juge, pas en témoin. Elle se leva pour ajouter une bûche au feu, puis revint se pencher sur la table. Il y a aussi la femme mystérieuse. Dans 2 cas au moins, une dame élégante a été aperçue avant les meurtres, sous des prétextes variés. Collecte de charité, enquête historique. Un déguisement parfait pour approcher ces messieurs chez eux sans éveiller de soupçons. Vous croyez qu'elle remettait les lettres en personne? Ou qu'elle les déposait à un endroit précis que les victimes sont allées chercher d'elles-mêmes? Le geste des 2 coups frappés, par exemple, était connu d'elle seule. Ces hommes, conditionnés par des années de rituel, n'ont pas pu ignorer ce signal. Ils ont ouvert la porte sans se méfier. La symbolique du groupe a été retournée contre lui.
Elle se rassit et fixa longuement le sergent. « Il nous faut identifier tous les anciens membres du cercle. Finch, Benson, Cavanaugh. Il devait y avoir d'autres noms. Ce registre disparu trouvé dans le secrétaire de M. Benson pourrait les contenir. Vous devez tout faire pour le retrouver, sergent. Fouiller le mobilier, contacter les héritiers. Ce cahier dit la vérité que personne ne voulait lire. » Thornley hocha gravement la tête. « Et les rumeurs au village ? On parle encore d'esprits vengeurs. » Miss Marple esquissa un sourire pâle. « Les esprits existent, sergent, mais la plupart marchent encore en chair et en os. » Elle reporta son attention sur le dossier de Finch et pointa du doigt une annotation qu'elle avait recopiée. « Réunion 2C. Ce signe, les 2C, me trouble. Cavanaugh et C, ou bien l'abréviation de Confrérie des deux marteaux, dont les livres de Cavanaugh parlent si souvent. Voyez, sergent, les indices se répondent déjà. » Elle reprit sa plume et traça une dernière ligne sur la page. Motif. Vengeance différée. Héritier du passé. Moyen. Poison de contact. Signature. 2 coups. Tout cela décrit un esprit froid, méthodique, cultivé. Un esprit qui connaît les symboles maçonniques, le poison et la nature humaine. Probablement une femme. Thornley sursauta. Une femme ? Miss Marple lui adressa un petit regard malicieux. Qui d'autre aurait pu pénétrer les maisons sans armes, avec politesse, sous couvert de charité ou de culture ? Qui d'autre aurait choisi cette élégance morbide, la lettre, la cire, le rituel, au lieu d'un meurtre brutal ? Oui, sergent, cherchez une femme, une qui s'est écoutée et qui a beaucoup attendu. La pendule sonna 10 heures, grave et douce. Thornley se leva, le dossier sous le bras. Miss Marple resta assise, songeuse. Sur sa nappe de lin, la silhouette des 3 enveloppes semblait former un triangle muet. Elle les contempla longuement, puis murmura « Quand les hommes croient enterrer le passé, ils oublient toujours qu'il rampe sous la terre et qu'il finit par frapper à la porte. 2 fois. » L'hiver s'étendait désormais sur St. Mary Mead avec une froideur pénétrante. Dans le calme apparent du village, une tension sourde s'insinuait partout. Les chuchotements derrière les volets clos, les silhouettes pressées dans les ruelles, les regards épiants plus qu'ils ne saluaient. On ne parlait plus que des 3 morts, les 3 nuits, comme les appelaient désormais les journaux de Londres. Et chaque soir, les habitants sursautaient au moindre bruit contre une porte. 2 coups, parfois le vent, suffisaient à glacer tout le monde. Le sergent Thornley arriva de nouveau chez Miss Marple, les traits tirés et les joues battues par le froid. Il posa plusieurs registres poussiéreux sur la table du salon encombrée de papier. « J'ai fouillé les archives et interrogé quelques anciens résidents, » dit-il sans préambule. « Nous avons d'autres noms, Miss Marple. 4 hommes encore vivants, tous jeunes adultes à l'époque de la faillite de la banque Hawthorne. » Elle leva les yeux calmement. 4. Gerald Whitmore, notaire, Robert Harding, médecin, Michael Sutton, propriétaire terrien, et Christopher Vane, ancien officier de marine. Tous habitent encore dans la région, et tous fréquentaient les réunions du souvenir chez M. Cavanaugh. La dernière a eu lieu 3 mois avant sa mort. Miss Marple reposa sa tasse sans bruit. 3 mois, juste après l'avertissement scellé mentionné dans le journal de Cavanaugh. Thornley acquiesça. Cette réunion devait être de crise. Depuis, plus de rencontres, chacun vit reclus. Il ajouta d'un ton grave. L'atmosphère devient intenable. Les journalistes campent devant les grilles.
Le vicaire organise même des veillées de prière. Certains prétendent qu'une malédiction s'abat sur ceux du vieux complot de banque. Miss Marple eut un mince sourire ironique. « Les malédictions, sergent, ne frappent jamais 3 fois à la même heure. Restons-en à l'humain. » Son premier entretien avec Gerald Whitmore eut lieu le lendemain. Le notaire occupait un cabinet impeccable au cœur du village, décoré de volumes reliés et de portraits familiaux austères. Rien n'y transparaissait du malaise intérieur du maître de maison, sinon ses mains tremblantes et son teint cireux. Miss Marple s'assit face à lui, tricot en main. « J'ai souhaité vous consulter, monsieur Whitmore, pour une question de succession », commença-t-elle d'un ton neutre. Le notaire acquiesça par réflexe, mais ses yeux clignaient sans cesse vers la porte. À la première mention, presque accidentelle, des récents décès, il pâlit et se mit à lisser inutilement sa cravate. « C'est une coïncidence tragique, mais une coïncidence tout de même, » balbutia-t-il. Miss Marple, imperturbable, leva légèrement la tête. « Voyez-vous, monsieur Whitmore, on dit souvent cela lorsqu'on n'ose pas voir le fil rouge qui lie les événements. On se rassure en parlant de hasard. » Il tenta un sourire sans y parvenir. Peu à peu, son masque craqua. La vieille dame le laissa parler, sans l'interrompre, se contentant d'un hochement occasionnel du menton. Nous formions un groupe d'amis. Après la faillite de la banque Hawthorne, des hommes injustement soupçonnés d'avoir profité du malheur d'autrui. Nous avions besoin de nous soutenir. Alors nous avons fondé une confrérie symbolique. Les 2 coups à la porte, les enveloppes scellées, ce n'était qu'un jeu d'apparat. Miss Marple posa ses aiguilles, le fixa avec sa douceur désarmante. Si ce n'était qu'un jeu, pourquoi sont-ils morts l'un après l'autre? Whitmore blêmit. Parce qu'un fou nous punit pour un crime que nous n'avons pas commis. Ou pour un crime que vous ne voulez plus nommer, corrigea-t-elle doucement. L'homme soupira, la voix éteinte. Très bien. Nous avons tous reçu, il y a 3 mois, une lettre d'avertissement. Le temps du jugement est venu. Ceux qui ont péché en 1910 paieront le prix du sang. Le silence ne vous protégera plus. Aucun nom, mais notre sceau, notre propre symbole utilisé contre nous. Nous avons tenu une réunion d'urgence. Cavanaugh nous a convoqués. Certains voulaient alerter la police, d'autres attendaient des preuves. Nous avons attendu. Et 10 jours plus tard, Finch était mort. Elle nota dans son carnet. 3 mois avant meurtre, lettre de menace, sceau retourné. Puis se leva lentement. Monsieur Whitmore, la vie vous attend dehors, mais elle n'attendra pas longtemps. Soyez prudent à chaque coup frappé sur votre porte. Le lendemain, elle rendit visite au docteur Harding, dans sa clinique attenante à sa demeure. Un homme plus âgé, au regard fatigué mais lucide, la reçut avec sollicitude. Son cabinet sentait le désinfectant et la pipe. « Vous étiez l'un des amis de Cavanaugh », dit calmement Miss Marple, après quelques politesses. Harding hocha la tête. « Oui, et je sais pourquoi vous êtes venu. Le sergent Thornley m'en a parlé. Vous cherchez une logique là où il n'y a que peur. Mais je peux vous assurer qu'aucune cause physiologique ordinaire n'explique ces morts. » Il sortit un carnet taché d'encre. « J'ai examiné les rapports. Aucun poison connu, ni au foie, ni au sang. Pourtant, un mécanisme neurotoxique me paraît probable. Certaines substances d'Amazonie, utilisées par des tribus locales, paralysent instantanément le cœur et les poumons par simple contact cutané.
Le curare est par exemple sous une forme modifiée. Miss Marple réfléchit. Une toxine exotique exige connaissance et précision. Celui qui l'a employée ne pouvait ignorer la science médicale. Peut-être l'aide d'un spécialiste? Harding écarta la question d'un geste las. Je n'ose plus y penser. Depuis la première mort, je n'ai pas dormi 4 heures d'affilée. Ce que je vais vous dire suffit à me damner une seconde fois. Parlez, docteur. Le silence tue toujours 2 fois. Il inspira profondément. En 1910, nous savions que la banque allait sombrer. Un de nos camarades, Richard Danvers, jeune et ambitieux, avait un informateur, Thomas Marchand, un pauvre employé qu'il payait pour lui livrer les chiffres exacts de la faillite imminente. Danvers nous a convaincus de retirer nos dépôts. C'est cette panique orchestrée qui a provoqué la chute définitive de Hawthorne. Puis, il a racheté les actifs à bas prix. Nous avons tous profité du désastre. Miss Marple ne broncha pas. « Et James Hawthorne ?» demanda-t-elle simplement. Il a compris la manœuvre. Il criait partout qu'il ferait éclater la vérité. 3 jours plus tard, il était mort noyé. Officiellement un suicide. Officieusement, la main de Danvers. 2 ans après, Marchand est mort lui aussi, écrasé par un cheval emballé. Vous voyez le tableau. Nous autres avons juré le silence, persuadés que nous étions condamnés si la vérité éclatait. Nous avons créé cette confrérie pour lier nos consciences. Et Danvers, il a disparu, installé à Londres sous un autre nom, Richard Davenport. Il a refait fortune, vivant honorablement jusqu'à sa mort il y a 5 ans. Miss Marple fronça imperceptiblement les sourcils. Davenport, c'est justement de sa succession qu'est venu le secrétaire acheté par M. Benson, celui qui contenait un registre. Vous voyez, docteur, tout se referme. Le cercle de 1910 vient d'être scellé par la main du destin. Harding s'appuya au dossier de son fauteuil, défait. Alors nous allons mourir, tous. Miss Marple se leva doucement. Pas si l'on comprend d'abord qui se venge, et pourquoi maintenant? Nul poison n'est aussi foudroyant que le remords, docteur, mais celui-ci tue plus lentement. En regagnant son cottage à la tombée du jour, Miss Marple aperçut le village muré dans le silence. Les volets fermés, les portes barrées, un chien hurlant dans le lointain. Au presbytère, la lumière filtrait encore. On priait pour la délivrance d'un mal sans visage. Elle s'arrêta à son portail. Un pressentiment glacé lui traversa le cœur. Elle savait que la peur allait bientôt se transformer en panique, que l'assassin n'avait pas fini. Et dans le brouillard qui montait, elle crut presque entendre, quelque part au fond du village, 2 coups secs frappés contre une porte invisible. Une pluie fine tombait sur St. Mary Mead, noyant ses ruelles dans un voile de gris et de silence. Les habitants, lassés de la peur, sortaient à peine, et seuls quelques pas pressés marquaient encore la boue des chemins. Ce fut dans cette atmosphère de retrait et de surveillance angoissée qu'un nouvel arrivant fit son apparition au village. Il se présenta à l'auberge locale sous le nom de M. James Hartley. 35 ans sans doute, élégant, la mise sobre mais raffinée, le regard sombre de ceux qui observent avant de parler. Ses manières courtoises attirèrent aussitôt la curiosité de Mrs. Mullins, la logeuse, habituée à loger des représentants de passage bien moins polissés. Pourtant, derrière sa voix mesurée et ses questions anodines sur les coutumes locales, plusieurs habitants remarquèrent une insistance particulière lorsqu'il abordait un certain sujet. La banque Hawthorne & Sons
et la tragédie survenue en 1910. L'écho de cet intérêt nouveau remonta vite jusqu'à Miss Marple. Les étrangers à St. Mary Mead n'étaient jamais anonymes bien longtemps, surtout quand ils posaient les mêmes questions qu'un esprit curieux en pleine enquête. Elle choisit de rencontrer cet homme là où aucune oreille indiscrète ne pouvait troubler la conversation, à la bibliothèque municipale, dans la salle de lecture silencieuse où l'air sentait la poussière et le cuir vieilli des registres paroissiaux. Lorsqu'elle entra, James Hartley consultait justement un volume sur les crises financières du début du siècle. Elle s'approcha d'un pas feutré. « Je pense, monsieur, que vous trouverez peu d'exemples plus tragiques que celui de St. Mary Mead, dit-elle d'un ton aimable, en s'installant en face de lui. L'homme leva la tête. Il eut une ombre de sourire, courtois mais prudent. « Vous avez raison, madame. C'est une histoire qui semble avoir laissé derrière elle beaucoup de silence. » Miss Marple s'inclina légèrement. « Le silence, voyez-vous, n'est jamais gratuit. Il se paie tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. » Ils échangèrent quelques banalités sur les archives locales. Puis, sans détour, Hartley se pencha légèrement en avant. « Vous avez deviné, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu ici seulement pour les statistiques économiques. » Son regard, tout à coup, se durcit, habité par une douleur contenue. « Je suis le petit-fils de James Hawthorne, le directeur de la banque. » Miss Marple ne bougea pas un muscle. Un très léger hochement d'approbation suffisit comme réponse. « Mon père, David, n'a jamais pu se remettre de ce qui s'est passé, » reprit Hartley. « Il avait 16 ans lorsque la rumeur de la ruine s'est abattue sur eux. Il a vu son père traité de voleur, humilié, avant d'être retrouvé mort 3 jours plus tard dans la rivière. Le suicide d'un homme de probité. Il eut un ricanement étouffé. Mon père n'a jamais cru à cette version, mais il est resté pauvre et brisé, vivant d'emplois subalternes, ruminant en silence. Sur son lit de mort, il m'a confié ce qu'il savait, les soupçons, les noms, l'ombre du complot. Il m'a demandé de découvrir la vérité. » Miss Marple demeura immobile, ses mains croisées sur son sac. « Et la justice, monsieur Hartley? Cherchez-vous à la rendre ou à la réparer? »« À la comprendre, » répondit-il après un temps. Elle acquiesça. « C'est un but plus noble qu'il n'y paraît. Mais vous comprendrez que, dans les circonstances présentes, vos motivations doivent être examinées. » Son ton n'avait rien de menaçant, seulement la neutralité inébranlable de celle qui cherche la vérité. Elle sortit un calepin. « Où étiez-vous, monsieur, les nuits du 15, 16 et 17 novembre ?» Il sembla s'y attendre. « À Londres. Je résidais dans 3 hôtels différents pendant mes recherches sur les faillites régionales. Voici les adresses exactes. » Il nota calmement les lieux et les dates sur une feuille qu'il tendit à Miss Marple. « Les registres et le personnel pourront confirmer. J'ai également gardé mes reçus et mes notes de travail. » Miss Marple prit soin de ranger le document dans son sac. « Ces vérifications prendront du temps. Scotland Yard procédera au contrôle. Vous comprenez que ce n'est pas de la défiance, mais une précaution nécessaire. »« Bien entendu, madame, » répondit-il sans s'émouvoir. « Si j'étais à votre place, je ferais de même. » Cette absence de nervosité, cette franchise tranquille, impressionnèrent Miss Marple. Elle avait face à elle un homme convaincu, mais discipliné, de ceux qui camouflent la colère sous la raison. Les jours suivants, Hartley demeura à St. Mary Mead. Le sergent Thornley en assura la surveillance discrète.
l'étranger ne cherchait ni à fuir, ni à se dissimuler. Il fréquentait la bibliothèque, échangeait poliment avec les villageois, prenait ses repas à l'auberge et consignait chaque jour de longues notes qu'il ne laissait voir à personne. Un soir, Miss Marple l'invita à prendre le thé. La vieille dame, qui connaissait l'art de pousser une conversation jusqu'à ses tréfonds, sans jamais paraître guidée, écouta longuement ses déductions. Hartley lui parla de ses recherches familiales. « J'ai retrouvé la trace d'un certain Richard Danvers, dit-il, l'homme que mon grand-père accusait d'avoir orchestré la panique bancaire. Il a changé de nom après le scandale, Richard Davenport. Il est mort il y a 5 ans, riche et respecté, sans que jamais la vérité ne ressorte. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Oui, son nom figure déjà sur ma liste. Tout finit par se croiser dans ce genre d'affaires. » Hartley poursuivit, s'animant peu à peu. « Mais voici ce qui m'a surpris. Dans son testament, Davenport a légué une partie importante de sa fortune à un orphelinat de Londres, l'orphelinat Sainte-Anne. Il y mentionne explicitement une pensionnaire d'autrefois, une certaine Eleanor M. Ses initiales se retrouvent dans plusieurs documents de la donation. J'ai cherché. Une ancienne pensionnaire nommée Eleanor Marchand y a résidé de 1912 à 1918. La fille de Thomas Marchand, l'employé de banque mort dans un prétendu accident. » Miss Marple pinça les lèvres, méditative. Ainsi, Danvers aurait légué sa fortune à la fille de celui qui l'avait trahi. Étrange rachat ou étrange dessein. « Je ne crois pas au repentir de ce genre d'homme, » répliqua Hartley. Peut-être cherchait-il à apaiser sa conscience, ou peut-être lui a-t-il tout raconté avant de mourir. Il laissa la phrase en suspens. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Miss Marple reprit. « Vous avez rencontré cette Eleanor Marchand ?» Hartley secoua la tête. « Non. Mon père avait essayé avant sa mort. Il avait réussi à la localiser, mariée ou sur le point de l'être selon ce qu'on lui avait dit. Elle lui a répondu une seule fois, par lettre, qu'elle ne voulait plus entendre parler du passé, qu'elle voulait oublier. » Légère ombre de compassion dans le regard de Miss Marple. « Le passé, monsieur Hartley, n'aime pas être oublié, et lorsqu'il s'y refuse, il choisit des messagers capables de le rappeler avec une cruauté savante. » Il la regarda fixement, comprenant le sous-entendu. « Vous pensez que cette Eleanor pourrait... » Rien ne permet d'affirmer, ni d'exclure. Mais si Danvers lui a révélé l'histoire complète, elle possédait alors un mobile que peu d'hommes sauraient maîtriser. La vengeance pour un père trahi. Un long silence suivit. Puis Miss Marple ajouta avec douceur « Que vos intentions soient honnêtes, monsieur Hartley. Je n'en doute pas. Mais jusqu'à ce que vos alibis soient confirmés, restez prudent. Vous êtes plus lié à cette affaire que vous ne le croyez. Les fils du passé s'enroulent toujours autour de ceux qui les tirent. » Hartley inclina la tête. « Je vous remercie du conseil, Miss Marple. Mais j'ai trop attendu pour reculer. Si la vérité doit tuer, mieux vaut qu'elle le fasse au grand jour. » Lorsqu'il quitta le cottage, la nuit noyait déjà le jardin. Miss Marple demeura auprès de sa fenêtre, observant sa silhouette s'enfoncer dans la brume. Dans sa main, la vieille détective tenait la feuille d'alibi soigneusement pliée. Ses yeux se plissèrent lentement. Dans le silence, elle murmura « L'histoire aime les héritiers obstinés, mais la vengeance aime encore davantage les témoins innocents. » Et dehors, la pluie fine redoublait sur les tuiles, comme si le village lui-même
contenait son souffle avant le prochain coup. La nuit du crime avait été d'un calme trompeur, comme seules les nuits d'hiver savent l'être, enveloppant St. Mary Mead dans un silence de vitre. Malgré la peur grandissante et les précautions accrues, volets clos, chiens vigilants, lampes allumées jusqu'à l'aube, le 4e coup du destin tomba avec la même régularité sinistre que les précédents. Vers minuit, Madame Whitmore, assoupie sans sommeil près de son mari, entendit retentir 2 coups francs à la porte d'entrée. 2 coups, distincts, résonnant dans le couloir désert, comme un écho d'un lointain serment. Le silence suivit, puis le bruissement du lit. Gérald Whitmore se leva d'un bond, encore vêtu. Sa femme se redressa, s'efforçant de le retenir. « Gérald, attends !» souffla-t-elle, mais il avait déjà quitté la pièce. Des pas feutrés descendirent l'escalier, un grincement de serrure, puis rien qu'un souffle coupé et un bruit sourd. Lorsque Madame Whitmore alluma la lampe et se précipita en bas, son cri rompit le mutisme du vestibule. Son mari gisait contre le carrelage froid, l'enveloppe ouverte près de sa main raidie, les yeux encore écarquillés. Miss Marple arriva peu après l'aube, le visage grave, accompagnée du sergent Thornley. La lueur du jour rendait la scène presque paisible. Le corps avait déjà été recouvert, mais la vieille enquêtrice voulait voir les lieux dans leur état exact. Elle observa la porte d'entrée, la cire tombée sur le paillasson, les lettres répandues, les mains du défunt encore marquées de reflets huileux. « Voyez ici, sergent, » dit-elle doucement. Elle éleva la lampe pour mieux examiner les doigts de Whitmore. Une lueur presque invisible, comme celle d'une pommade luisante. Le poison frappe ici, à travers la peau. Le contact suffit. Thornley, penché sur la scène, ne répondit pas. Il savait que Miss Marple venait encore de poser le doigt sur l'essentiel. Les analyses confirmèrent son intuition. 6 jours plus tard, les experts londoniens télégraphièrent leur rapport. Une variante raffinée du curare, neurotoxine d'Amérique du Sud, mélangée à un agent gras destiné à pénétrer la peau en quelques secondes. La mort survenait dans les 30 battements de cœur. L'élaboration d'un tel composé, précisa le message, requérait une connaissance approfondie des substances végétales tropicales. Miss Marple posa le télégramme sur sa table et contempla longuement la flamme de sa lampe. Voilà donc la main instruite d'un esprit patient. Si la vengeance a un visage, il est savant. Le lendemain, quelqu'un frappa à sa porte, mais d'une main hésitante, timide. Un seul coup, puis un second, presque suppliant. Le contraste avec les 2 coups du jugement n'échappa pas à Miss Marple, et son instinct la fit bondir. Lorsqu'elle ouvrit, le domestique Willis se tenait là, méconnaissable tant la peur l'avait amaigri. Ses yeux fuyaient, ses doigts tremblaient, sa casquette chiffonnée dans sa main. « Je devais vous parler, Miss Marple. Je n'en peux plus. Je ne dors plus depuis la mort de M. Benson. » Elle le fit entrer, l'installa près du feu, puis attendit sans un mot. L'homme finit par rompre le silence. « J'ai menti à la police. Après le meurtre de mon maître, j'ai fouillé son secrétaire. Oui, je sais, c'est mal. Mais j'avais peur que la vérité disparaisse avec lui. J'y ai trouvé un registre, un vieux livre relié de cuir, enfermé dans un double fond. Je l'ai gardé, croyant... » Il s'interrompit honteux. Miss Marple acheva pour lui. Croyant en tirer profit. Willis hocha lentement la tête. 3 jours avant sa mort, M. Benson devait rencontrer M. Whitmore. C'est moi qui avais apporté le message. Je crois qu'il voulait lui vendre son silence. Mais après le meurtre de Whitmore,
j'ai compris que j'étais pris dans le piège. Il sortit alors de sous son manteau un paquet grossièrement enveloppé de toile. Miss Marple le défit avec précaution. Le vieux cuir sombre apparut, craquelé mais encore solide. À l'intérieur, des colonnes de chiffres méticuleusement tracés, datées de novembre 1910. En marge, des noms. 8 exactement. Edgar Finch, Harold Benson, Leonard Cavanaugh, Gerald Whitmore, Robert Harding, Michael Sutton, Christopher Vane. Et enfin, Richard Danvers, suivi de la mention « chef et architecte ». Mais ce fut une annotation récente, écrite au crayon, qui retint son attention. À côté du nom de Danvers, une main nerveuse avait noté « Mort 1930, Londres, sous nom Davenport. Fortune, légué, orphelinat Sainte-Anne, plus EM. Éléanore Marchand. Les initiales soulignées 3 fois. » Miss Marple laissa glisser le silence, ses yeux fixés sur ces 2 lettres, comme si elles renfermaient toute l'énigme. « Où avez-vous trouvé ce registre exactement ?» demanda-t-elle enfin. « Dans le compartiment secret du secrétaire, madame. J'ai voulu le cacher. Puis je me suis dit que je pourrais peut-être obtenir de M. Whitmore un peu d'argent pour garder le silence. Mais il est mort avant le rendez-vous. Depuis, je suis traqué par l'idée que quelqu'un sait que j'ai eu ce livre. Je vous le remets, Miss Marple, à condition que vous me protégiez. » Elle referma lentement le registre et posa la main dessus. « Ce que vous avez trouvé, Monsieur Willis, n'est pas seulement la preuve d'un crime, mais la mémoire d'une faute collective. Je vous promets de ne pas le livrer sans discernement. » Les traits de Willis s'adoucirent d'un soulagement presque douloureux. « Vous ne me ferez pas arrêter ? » ?»« Pas aujourd'hui. La peur vous a déjà puni, je crois. » Le soir, Miss Marple relut le registre mot à mot. Les chiffres y dansaient comme des fantômes d'anciennes trahisons, retraits synchronisés, rachats d'actifs, profits démesurés. Puis elle revint à ce nom, Éléanore Marchand, la fille de l'homme sacrifié 25 ans plus tôt, orpheline, placée à l'orphelinat Sainte-Anne. Et le legs de Danvers, devenu Davenport, désignait précisément cet établissement. Elle ferma les yeux un instant. Tout prenait forme, une logique tissée d'années et d'amertume. Si Danvers, le traître originel, avait retrouvé la fille de son complice exécuté et, avant de mourir, lui avait révélé la vérité du complot, alors cette femme possédait à présent la clé du secret et le moyen d'accomplir la vengeance des 2 victimes originelles, son père, Thomas Marchand, et le banquier James Hawthorne. Thornley, qu'elle résuma le lendemain sur ses réflexions, resta interdit. Vous croyez qu'une femme, une orpheline de 1910, pourrait avoir organisé tout cela ? Miss Marple répondit paisiblement. Les femmes qui ont vu mourir un père injustement portent parfois une mémoire plus active que la justice des hommes. Et celle-ci a eu 25 ans pour apprendre la patience. Elle tapota le registre fermé. Cette mention EM vaut un signal. Nous devons retrouver toute trace d'Éléanore Marchand, son passé, ses liens, ses derniers domiciliés. Car si elle vit encore, sergent, elle n'a pas terminé ce qu'elle a commencé. Elle se leva et remit une bûche dans le feu. Les flammes s'élevèrent et dansèrent sur la couverture du vieux livre, reflet rougeâtre d'un sceau ancien qu'on croyait oublié. Les morts, sergent, restent tranquilles. Mais les secrets, eux, n'ont jamais cessé de respirer. Le vent d'hiver s'est élevé sur Sainte-Marie-Mead, cinglant les vitres du cottage de Miss Marple d'une pluie gelée. Ce soir-là,
La vieille enquêtrice avait convoqué une réunion dans son salon, petite pièce chaleureuse, où la lumière du feu s'efforçait d'adoucir la gravité des visages réunis. Thornley, raide et concentré, tenait son carnet ouvert. À côté de lui, James Hartley observait calmement l'assemblée. Les 3 survivants, Harding, Sutton et Vane, occupaient le canapé, serrés dans leurs manteaux sombres. Plus loin, Mrs. Whitmore, pâle et digne, gardait un silence de pierre, tandis que Mrs. Fletcher triturait nerveusement son chapelet. Miss Marple, assise dans son fauteuil, le registre de 1910 posé sur ses genoux, leva lentement la tête. « Messieurs, dames, je vous ai réunis pour en finir avec les ombres, » dit-elle calmement. Un souffle inquiet traversa la pièce. Le crépitement du feu ponctuait ces mots. « J'ai désormais en ma possession le registre original de la banque Hawthorne. Il prouve sans équivoque votre rôle, messieurs, dans la faillite de 1910 et dans les événements qui s'ensuivirent. » Harding ferma brièvement les yeux, en signe d'épuisement. Puis, d'une voix basse mais ferme, il prit la parole. « Autant dire les choses. Danvers nous a convaincus que Hawthorne était sur le point de commettre des irrégularités. Nous avons retiré nos fonds sur ses conseils. Nous avons cru sauver nos avoirs, pas précipiter la catastrophe. Quand la banque est tombée, nous avons profité. Danvers a ensuite disparu avec la part la plus grosse. Puis, l'un après l'autre, ceux qui savaient trop de choses sont morts. Hawthorne, puis Thomas Marchand, ce pauvre employé que Danvers avait corrompu. » Il passa une main sur son front trempé de sueur. « Nous avons formé la confrérie pour garder le silence. Cavanaugh avait proposé les 2 coups comme symbole de fraternité. Nous pensions que la peur nous protégerait. Mais le passé n'oublie pas. » Un murmure d'approbation contraint traversa le groupe. Hartley, jusqu'alors resté muet, demanda posément. « Et la fille de Marchand, qu'est-elle devenue ?» Harding haussa faiblement les épaules. « L'enfant a été placé à l'orphelinat après la mort de son père. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. » Le silence s'étira, lourd de sous-entendus. Miss Marple posa alors la main sur le registre et leva son regard vers Michael Sutton. « Monsieur Sutton, puis-je vous poser une question d'ordre personnel ?» Sutton releva la tête, surpris. « Bien sûr, si cela peut avancer votre enquête. »« Depuis combien de temps êtes-vous marié ?» demanda-t-elle doucement. « 5 ans, répondit-il après une brève hésitation. « Mais je ne vois pas. » Miss Marple poursuivit sans se départir de son calme. « Et votre épouse, monsieur Sutton, d'où vient-elle? Quelle est son histoire familiale ?» L'homme se raidit, une perplexité sincère traversant son visage. « Eleanor est originaire du nord de l'Angleterre. Elle m'a toujours dit que ses parents étaient morts lorsqu'elle était enfant. Elle a grandi à l'orphelinat Sainte-Anne. Elle déteste en parler. Cela la blesse. »« L'orphelinat Sainte-Anne » reprit Miss Marple d'une voix presque imperceptible. Ses yeux bleus se rétrécirent derrière les verres. « Voilà qui est intéressant. » Sutton plissa les lèvres, inquiet. « Que voulez-vous dire ?» Miss Marple se redressa lentement dans son fauteuil, chaque mot tombant comme un coup de marteau feutré. « Je veux dire, monsieur Sutton, que votre épouse n'est pas celle que vous croyez. Je pense qu'elle est Eleanor Marchand, la fille de Thomas Marchand, l'informateur tué il y a 25 ans. » Un frémissement parcourut toute la pièce. Mrs. Fletcher se signa. Mrs. Whitmore étouffa un cri. Thornley leva les yeux du carnet. Sutton, lui, demeura d'abord immobile, la bouche ouverte,
incrédule. « C'est impossible !» s'écria-t-il enfin. « Vous inventez cela de toutes pièces, Miss Marple. »« Rien n'est inventé, » répondit-elle fermement. « Richard Danvers, devenu Richard Davenport, a légué une partie de sa fortune à cet orphelinat. Le registre le mentionne clairement. Et Danvers, avant de mourir, a très probablement retrouvé la jeune Éléanore, lui révélant la vérité du complot. Il a voulu se racheter peut-être, ou l'a involontairement armée. » Elle marqua une pause, puis poursuivit d'une voix basse, contenue. « Il y a 5 ans, votre mariage avec elle coïncide presque exactement avec la mort de Davenport. Pensez-y, elle a hérité d'une fortune, a épousé l'un des coupables indirects, s'est infiltrée parmi ceux qu'elle tenait pour responsables du destin de son père. 5 ans lui ont suffi pour connaître vos secrets, comprendre la confrérie et planifier la vengeance. » Sutton bondit de son siège, blême. « C'est absurde. Éléanore, une meurtrière, elle est douce, discrète, pieuse même. Vous l'accusez sans la moindre preuve. » Miss Marple soutint son regard sans ciller. « Les preuves viendront, Monsieur Sutton, mais les convergences sont déjà trop nombreuses. Votre femme a grandi à Sainte-Anne, l'institution mentionnée par le testament. Elle a eu accès à des fonds qu'elle ne pouvait expliquer. Et elle connaissait, par votre intermédiaire, chacun des hommes du groupe, leurs habitudes, leurs maisons, les liens exacts qui les unissaient. » Harding intervint d'une voix cassée. « Si cela est vrai, mon Dieu, alors nous sommes tous condamnés. » Christopher Vane, habituellement impassible, pâlit à son tour. Une vengeance patiente, méthodique. Voilà ce que c'était. Elle nous observe depuis des années. Hartley prit à son tour la parole, d'un ton plus calme, presque triste. « Vous voyez, messieurs, la boucle se referme. Mon grand-père, James Hawthorne, fut détruit par votre ambition. Son fils, mon père, par le désespoir. Et la fille de l'autre victime vient vous réclamer son dû. Vous avez tous bâti votre vie sur un crime, et maintenant, quelqu'un balance la pierre tombale. » Sutton se passa la main sur le visage, comme s'il sortait d'un cauchemar. « Non, non, Éléanore n'a pu faire cela. Elle m'aime, j'en suis sûr. » Miss Marple le regarda longuement. « L'amour, Monsieur Sutton, n'efface pas le passé. Il le rend seulement plus douloureux. Je crois qu'elle vous aime aussi. Mais c'est précisément ce qui rend cette tragédie inévitable. Une femme d'une telle intelligence, blessée dès l'enfance par l'injustice. Que croyez-vous qu'elle a vu dans votre mariage, sinon la possibilité d'approcher son ennemi sans haine apparente ?» Sutton voulut répliquer, mais sa voix se brisa. Mrs. Whitmore éclata en sanglots silencieux. Thornley ferma son carnet, conscient que la réunion venait d'atteindre son point de rupture. Miss Marple, elle, garda le silence quelques instants, fixant la flamme qui vacillait dans l'âtre. « Le cercle est presque complet, » dit-elle enfin d'une voix lente. « Les morts d'hier, les survivants d'aujourd'hui, et cette femme devenue juge et bourreau. Si ma déduction est juste, Éléanore Sutton n'a pas fini son œuvre. Et ce qui la retiendra ou non à présent dépendra de quelque chose de plus fort qu'un serment. Peut-être de l'amour qu'elle porte encore à son mari. » Personne ne répondit. Le feu crépita doucement, tandis que dehors, le vent soufflait dans les haies du jardin, pareil à un murmure lointain répétant les anciens serments. 2 coups, toujours 2. Le lendemain matin, dans le salon éclairé par un soleil pâle qui glissait entre les rideaux, Miss Marple prit place face à Michael Sutton. Autour d'elle, Thornley, Hartley, Harding et Vane formaient un cercle silencieux,
attentif. L'air semblait lourd, figé entre la peur et la résignation. Sutton, les traits défaits, fixait la table sans oser lever les yeux. Depuis la révélation de la veille, il n'était plus qu'une ombre d'homme, rongé par un espoir impossible. Miss Marple ouvrit son carnet, méthodique. « Permettez-moi de reprendre, » dit-elle tranquillement. L'analyse des faits ne laisse guère de place au doute. Elle fit glisser une enveloppe sur la table. Un courrier venu de Londres, scellé du tampon officiel de Scotland Yard. J'ai fait vérifier l'existence d'une certaine Éléanore Marchand auprès de l'orphelinat Sainte-Anne. Les registres sont clairs. Une enfant ainsi nommée y a été admise en 1912 après la mort de son père et y a vécu 6 ans. À sa majorité, elle a été placée dans une famille d'accueil. Puis, à 23 ans, elle a reçu la somme très substantielle d'un bienfaiteur anonyme. Elle referma le dossier d'un geste précis. Ce bienfaiteur ne pouvait être que Richard Danvers, devenu Davenport. Personne ne parla. On entendait au loin le tic-tac obstiné de la pendule, comme s'il comptait les secondes d'un destin inévitable. Miss Marple poursuivit d'une voix calme mais ferme. Deuxième point. Il y a 3 ans, Madame Sutton a effectué un long voyage. Elle prétendait avoir besoin d'un séjour de repos en France. Pendant 6 semaines, elle a été enregistrée dans une station thermale près de Vichy. Mais les registres s'interrompent brutalement. Elle réapparaît 6 semaines plus tard, de retour à Londres, sans qu'aucun document atteste de sa présence où que ce soit durant cet intervalle. Thornley, penché sur son carnet, acquiesça. Les passeports n'ont pas de cachet intermédiaire, mais l'absence reste inexpliquée. Miss Marple ajouta « Or, dans le même temps, son mari se trouvait en Écosse. Nul ne pouvait contrôler ses déplacements. Et Madame Sutton disposait d'une fortune personnelle suffisamment confortable pour voyager loin, voire très loin. La correspondance de Danvers, l'argent, la culture, les relations, lui auraient permis d'accéder à des milieux où le mot « curare » n'était pas inconnu. Harding frissonna. « Vous pensez qu'elle s'est rendue au Brésil ? » « Peut-être l'Amérique du Sud, oui, » répondit Miss Marple. « Un séjour discret, un contact scientifique, quelques fioles rapportées en secret. Le savoir du poison ne vient pas du hasard, docteur, surtout lorsqu'il tue en silence. » Elle marqua une courte pause avant d'énoncer. « Le 3e élément tient à la connaissance intime du groupe. Madame Sutton vivait sous le même toit que l'un des membres de cette confrérie. Il suffisait d'écouter quelques conversations, de lire quelques correspondances abandonnées pour connaître les habitudes de chacun. Qui vivait seul, qui avait des domestiques, qui ouvrait toujours sa porte après minuit. Sutton, blême, murmura presque pour lui-même. Elle me posait 1000 questions sur eux. Je croyais qu'elle s'intéressait par politesse. Elle s'intéressait par précision. Les femmes cachent souvent la stratégie sous la douceur, conclut Miss Marple. Puis elle fit signe à Thornley, qui déposa sur la table une boîte recouverte d'un tissu gris. À l'intérieur, un nécessaire de correspondance, plumes, cachets, cire rouge, papier crème. Trouvez chez vous, Monsieur Sutton, avec votre consentement. Sutton ferma les yeux. Miss Marple sortit alors un petit seau de bronze doré, gravé de 2 marteaux croisés, acheté il y a 8 mois lors d'une vente aux enchères. Provenance, la succession d'un ancien membre de la confrérie des 2 marteaux du XVIIIe siècle. L'objet a changé de main 3 fois avant d'être acquis sous le nom d'Éléanore Sutton. Le silence s'abattit.
Miss Marple regarda Sutton avec compassion. « Voyez, monsieur, comment les symboles de votre faute sont passés dans les mains de celle qui devait vous juger. » Sutton protesta faiblement, d'une voix étranglée. « Mais comment aurait-elle su quel symbole employer? J'ai toujours gardé cela secret. Elle n'a jamais vu nos sceaux. Jamais. » Miss Marple inclina doucement la tête. « Les femmes ne voient pas, elles devinent. Peut-être Danvers le lui avait-il décrit. Peut-être avait-elle observé vos lettres. Le symbole, les 2 coups, ces détails la reliaient aux morts de son père. Elle a su les retourner contre vous, transformant votre rituel de silence en arme de jugement. » Le docteur Harding se pencha vers le feu, blême et tremblant. « Mon Dieu, tout cela explique la perfection du plan. Ces visites de charité, ces lettres, ces cachets. » Miss Marple confirma. La mystérieuse dame au chapeau large, aperçue par Willis et Madame Fletcher, correspond exactement à Madame Sutton. Bien habillée, polie, se présentant en marchande de charité ou en enquêtrice locale. Ce masque de respectabilité lui ouvrait toutes les portes. Elle déposait à chacune de ses visites une lettre scellée à proximité immédiate des entrées, invisible au regard, mais qu'elle savait que ses victimes trouveraient dès qu'elles entendraient frapper les 2 coups. Christopher Vane, jusqu'ici resté muet, murmura sombrement. « C'est d'une logique implacable. Chacun de nous était esclave du symbole même qu'il avait forgé pour cacher le crime. » Michael Sutton blêmit davantage. Son regard vide se perdit vers l'extérieur, où le jardin gelé reposait sous la lumière d'hiver. « Peut-être m'a-t-elle trompé au début, mais si elle me haïssait, pourquoi 5 années d'un mariage heureux? Pourquoi cette tendresse sincère qu'elle me témoignait encore? » Sa voix se brisa. Toutes nos joies étaient-elles feintes? Nos soirées tranquilles? Nos promenades? Miss Marple le regarda longuement, puis répondit d'un ton clair, presque maternel. « Non, monsieur Sutton. Au départ, votre mariage était un moyen. Mais les sentiments, aussi calculés soient-ils, finissent par se mêler à la vérité. 5 ans, c'est long pour maintenir le rôle d'une comédienne. Je crois qu'elle vous a réellement aimé. C'est peut-être sa seule contradiction, et la plus tragique. Vous étiez le plus jeune, le moins coupable. » Une ombre passa sur les visages. Harding prit la parole, d'un ton désespéré. « Si Éléonore est vraiment l'assassin, alors elle ne s'arrêtera pas. 4 morts déjà. Nous ne serons pas épargnés. » Vane acquiesça d'un signe de tête grave. « Elle finira ce qu'elle a commencé. Nous ne sommes plus que 3. » Miss Marple se tourna vers Sutton. « Où est votre femme à présent ?» Il hésita, la voix brisée. « Partie depuis 3 jours. Elle prétendait rendre visite à une amie malade dans le village voisin. Je l'ai laissée partir sans questionner davantage. Elle semblait sereine, étrangement tendre. Avant de monter dans la voiture, elle m'a dit « Quoi qu'il arrive, Michael, ces 5 années ont été les plus belles de ma vie. Je t'ai vraiment aimé. » Personne n'osa parler. Les flammes projetaient sur les murs les ombres mouvantes des visages. Thornley se leva le premier. « Je vais envoyer des hommes vérifier. Nous retrouverons sa trace. » Miss Marple hocha la tête. « Faites-le sans bruit, sergent. L'ami malade n'existe sans doute pas. Si Madame Sutton s'est éclipsée, c'est qu'elle compte frapper encore. Elle a toujours 3 pas d'avance sur nous. » Alors que Thornley sortait, Sutton se prit la tête entre les mains. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Vous ne la connaissez pas comme moi. Elle ne me ferait jamais de mal.
Miss Marple posa doucement sa main sur la coudoir de sa chaise. « L'on ne tue pas toujours par haine, Monsieur Sutton. Parfois, c'est l'amour lui-même qui guide la main, quand il s'est mêlé à trop de douleur et de mémoire. » Et tandis que le silence retombait, on eût dit que le vent d'hiver, en heurtant la porte, frappa doucement 2 fois. Le vent hurlait dans les branches et la pluie battait furieusement les vitres du cottage de Miss Marple, lorsque la nouvelle de la 5e mort vint bouleverser l'équilibre précaire de St. Mary Mead. Tout le village, déjà oppressé par la peur, semblait vivre désormais dans l'attente d'un drame inévitable. Mais ce soir-là, malgré ses précautions et son intuition, Miss Marple allait découvrir à quel point la vengeance d'Éléanore Marchand dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Dans l'après-midi, la vieille dame avait réuni le sergent Thornley, le docteur Harding et Michael Sutton pour organiser ce qu'elle appelait d'un ton presque clinique une protection rationnelle. 3 hommes restaient en vie parmi les membres du pacte maudit: Harding, Sutton et Christopher Vane. Miss Marple, soucieuse d'empêcher tout nouveau crime, traça rapidement un plan. « Monsieur Vane doit être placé sous surveillance permanente », déclara-t-elle calmement. « Laissez-le s'installer au commissariat. Une cellule sécurisée, au moins là, nul ne pourra l'approcher sans contrôle strict. » Thornley approuva d'un signe de tête. Vane, livide, n'opposa aucune objection. L'ancien capitaine de marine, autrefois si fier, accepta son enfermement avec la résignation d'un condamné. « Quant à M. Sutton, reprit-elle, tournant vers lui son regard attentif, il sera plus difficile de le convaincre. » En effet, Sutton, debout près de la cheminée, secoua la tête. « Non, Miss Marple, je n'irai nulle part. Si Éléonore voulait me tuer, elle l'aurait déjà fait. J'ai partagé 5 ans sous son toit. Elle a dormi à quelques centimètres de moi chaque nuit. Elle aurait eu 1000 occasions. » Il se tourna vers la fenêtre, où la pluie traçait des sillons glacés. « Si elle revient, je veux être là. Je veux lui parler. Je veux comprendre. Peut-être encore la sauver. » Thornley protesta. « Monsieur Sutton, c'est de la folie. Vous êtes dans sa ligne de mire. » Mais Miss Marple leva doucement la main. « Laissez-le, sergent. Parfois, l'amour tient lieu d'aveuglement et d'espérance. Cependant, je propose au moins 2 agents chez lui, à l'intérieur, jour et nuit. L'amour ne protège pas des gestes de désespoir. » Le docteur Harding, lui, demeurait indécis. Fatigué, rongé par la peur, il refusait l'idée d'un commissariat, mais craignait plus encore la solitude. Miss Marple offrit alors son hospitalité, sans grands mots. « Vous dormirez ici, dans la chambre d'amis. Je veillerai moi-même à ce qu'aucune visite inattendue n'entre. » Thornley montra la garde au salon. Harding accepta. Il arriva en fin d'après-midi, une petite valise à la main, le visage creusé par l'insomnie. Miss Marple le reçut comme un hôte ordinaire, lui servit du thé et l'observa du coin de l'œil. Un homme, vieilli avant l'heure, rongé par les remords, plus que par la peur. Au dîner, ils évoquèrent les souvenirs de 1910. Harding parla lentement, comme un pénitent qui cherche la délivrance. « J'ai menti aux autres. Miss Marple. On dit toujours qu'on a cédé à la pression, à l'influence d'autrui. Mais la vérité est plus simple. J'ai cédé à la cupidité. Pendant 25 ans, je n'ai pas dormi une nuit sans voir le visage de James Hawthorne. L'âme finit toujours par réclamer son dû, docteur, répondit Miss Marple avec douceur. Il eut un sourire triste. Peut-être Éléanore nous rend-elle un service cruel
en rappelant ce que nous avons été. La soirée glissa sans incident. À 22 heures, Harding monta se coucher dans la chambre d'amis. Thornley prit son poste dans le salon, revolver dans la poche, tandis que Miss Marple restait assise près du feu, veillant sans le dire. Elle sentait cette tension familière, celle de la tempête après l'éclair. Quelque chose, elle en était sûre, allait se produire. Éléanore Marchand n'avait jamais fui. Elle se rapprochait toujours du centre. Vers minuit, un léger craquement d'escalier troubla le silence. Miss Marple se leva aussitôt, ses sens en alerte. Harding descendait lentement, vêtu d'une robe de chambre bordeaux. Son visage était blême, couvert de sueur. Dans sa main crispée, il tenait un mouchoir de soie blanche brodé aux initiales R.H. « Miss Marple », balbutia-t-il d'une voix troublée. Ce mouchoir, il sent étrange, une odeur douce, amère. Je ne comprends pas. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il porta la main à sa gorge. Son corps chancela. Son regard s'écarquilla d'une terreur muette, puis il s'effondra. Thornley surgit aussitôt du salon, mais c'était déjà fini. En moins de 30 secondes, la respiration du docteur Harding s'était arrêtée. Miss Marple, le visage immobile, se précipita vers la cuisine pour saisir des gants qu'elle garda toujours en réserve. Revenant auprès du corps, elle examina le mouchoir avec un calme presque irréel. « Pas le sien, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas le sien. » La soie était fine, la broderie d'un bleu élégant, mais les points, sous la lampe, trahissaient une main moins habile, moins régulière, moins profonde. Une imitation presque parfaite. « Elle a refait le monogramme », dit Miss Marple d'une voix blanche. « C'est de l'ouvrage d'aiguille, fait récemment. » Thornley resta figé. « Vous voulez dire Éléanore, sergent. Elle avait appris à broder à l'orphelinat, m'a dit Madame Fletcher. Ce mouchoir est son œuvre. Elle a dû le substituer cet après-midi pendant que nous étions distraits. » Miss Marple se redressa, l'esprit en marche. Elle revit la scène de la veille, la réunion, l'agitation, puis son absence momentanée lorsqu'elle était montée chercher le registre à l'étage. Elle comprit. « La buanderie », chuchota-t-elle. « L'unique pièce de la maison laissée vide plusieurs heures avant la réunion. Ma servante n'y entre jamais après le matin. » Elle ferma les yeux un instant, une silhouette immobile, tapie dans l'ombre, attendant patiemment que la maison se peuple. Éléanore, se dissimulant sous des couvertures, respirant lentement, guettant l'instant opportun. Quand Miss Marple monta chercher ses notes, la coupable avait bondi hors de sa cachette, remplacé le mouchoir dans le manteau du docteur, puis s'était éclipsée par la porte du jardin. Tout s'emboîtait avec une logique implacable. Harding, avant de se coucher, avait transféré machinalement ce mouchoir piégé dans la poche de sa robe de chambre. L'odeur sucrée qu'il avait remarquée n'était qu'un résidu du poison huileux. En s'essuyant le front, il avait condamné sa vie. Miss Marple contempla le corps, saisie d'un mélange d'horreur et d'admiration. Une redoutable intelligence, sergent, de la précision, de la patience et une absence totale de hâte. Voilà sa force. Thornley serra les poings, pâle d'indignation. Elle était ici, dans votre propre maison, et nous n'avons rien vu. Parce qu'elle ne voulait pas être vue, répondit Miss Marple calmement. L'attente ne l'effraie pas. Elle sait que la peur est sa meilleure alliée. En silence, elle recouvrit le corps d'un drap. Le tic-tac implacable de l'horloge marquait cette nouvelle défaite. Dans la flamme du feu, la vieille dame demeura debout, droite malgré tout,
son regard plongé dans l'obscurité. « 2 cibles encore, sergent, dit-elle enfin. Vane et son propre mari. » Thornley releva la tête. « Vous croyez qu'elle osera » Michael Sutton. Miss Marple eut un faible sourire, sans joie. « Les femmes blessées, sergent, n'agissent pas selon les mesures ordinaires du cœur humain. Oui, elle osera, mais elle ne le fera pas par haine. Elle le fera parce qu'elle croit que la mort est la seule manière de sceller le passé. » Le silence se referma sur ces mots, et dehors, la tempête redoubla. Dans la nuit gorgée de pluie, il sembla à Thornley entendre, entre 2 rafales de vent, comme 2 coups frappés, lointains, obstinés, rappel sinistre d'un rituel qu'aucune précaution humaine ne pouvait encore interrompre. Le Beuh Sound matin étalait une lumière livide sur St. Mary Mead. Après la nuit du drame, les maisons semblaient s'être recroquevillées sous le froid, comme si le village lui-même retenait son souffle. Dans son salon encore envahi par le souvenir du docteur Harding, Miss Marple regroupait ses forces avec la même rigueur qu'un général avant une bataille. Le sergent Thornley attendait debout, les traits tirés, mais le regard alerte. « Il faut la retrouver, sergent, » dit calmement Miss Marple. « Eleanor Sutton possède l'esprit le plus discipliné que j'ai rencontré. Elle n'improvise pas. Si elle frappe, c'est qu'elle sait déjà comment sortir du piège qu'elle a tendu. » Thornley acquiesça. « Van reste au commissariat, à l'abri. Il ne touche ni lettres, ni tissus, ni aliments frais. Il dort la lumière allumée et ne boit que ce qu'il verse lui-même. » Mais Sutton, il s'interrompit. Miss Marple acheva la pensée. « Refuse toute protection véritable. L'amour, sergent, est un piège plus profond que tous les poisons d'Amérique du Sud. » En fin de matinée, elle se rendit chez Michael Sutton. L'homme paraissait écrasé par le poids du remords et de la confusion. Ses cheveux gris, mal coiffés, contrastaient avec l'ordre méticuleux du salon. Il s'assit face à Miss Marple, les mains jointes, la voix brisée. « Vous venez pour me sauver ou pour me dire d'avoir peur ?» demanda-t-il, un sourire triste aux lèvres. « Ni l'un ni l'autre, monsieur Sutton. Je viens chercher la vérité, et peut-être ce qui reste de votre foi en votre épouse. » Il la fixa longuement, puis dit d'une voix lasse, « Je ne peux pas croire qu'elle ait tout feint. 5 ans de vie commune. Ce n'était pas que de la stratégie. J'ai vu ses yeux quand elle riait. J'ai entendu sa voix trembler dans ses prières. Cela ne peut pas être mensonge. » Miss Marple l'écouta sans l'interrompre. « Connaissez-vous des endroits où elle aurait pu se réfugier? Des amis? Des maisons où elle se sentait comprise? » Sutton réfléchit longuement, le regard perdu dans le feu. Puis une idée sembla émerger, hésitante. Elle aimait beaucoup Madame Fletcher, l'ancienne gouvernante de M. Cavanaugh. Elles prenaient le thé ensemble presque chaque semaine. Eleanor disait qu'elle retrouvait en elle un peu la mère qu'elle n'avait pas eue. Quand elle était avec elle, elle paraissait apaisée, différente. Miss Marple acquiesça lentement. Les choix des coupables, pensa-t-elle, suivent toujours la logique du cœur. Je crois que nous tenons là plus qu'une trace, sergent. Allons voir Madame Fletcher. Le lendemain matin, le froid mordait encore l'air lorsque Miss Marple et Thornley s'approchèrent de la petite maison de la gouvernante. 2 agents les accompagnaient discrètement. La bâtisse, modeste mais bien entretenue, se tenait au bout du chemin bordé de noisetiers. Une mince fumée sortait de la cheminée, signe d'une présence inquiète mais ordinaire. Madame Fletcher ouvrit à leur 4e coup, les joues rouges
et les mains serrées sur son tablier. Son visage trahissait une inquiétude mêlée de bienveillance. « Miss Marple, sergent Thornley. Mon Dieu, que se passe-t-il encore ?» Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. « Nous cherchons Madame Eleanor Sutton. Elle aurait pu se présenter à vous ces jours-ci. » Le silence tomba aussitôt. Les doigts de Madame Fletcher se crispèrent. Son regard glissa vers l'escalier au fond du corridor. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura « Elle est ici. Elle est arrivée il y a 3 jours. Elle m'a dit qu'elle fuyait son mari, qu'il avait découvert un secret terrible et voulait la tuer. Elle m'a juré que sa vie était en danger. Elle a pleuré, Miss Marple. » La vieille enquêtrice serra sa main. « Je vous crois, ma chère. Mais elle ne vous a pas dit toute la vérité. » Madame Fletcher se détourna, tremblante. Elle m'a supplié de ne prévenir personne. Oh, je n'aurais jamais osé désobéir. Thornley, qui n'attendait qu'un signal, fit un pas vers l'escalier. Miss Marple l'arrêta aussitôt d'un geste ferme. « Non, sergent, pas de brutalité, pas cette fois. » Le regard du policier lança une protestation muette. « Vous ne pouvez pas affronter une meurtrière seule. »« Pas une meurtrière, » répondit Miss Marple avec une lenteur calculée. « Une femme au bout d'elle-même. » Elle tourna vers Madame Fletcher, un sourire plein de gratitude. « Laissez-moi monter. Si elle s'est confiée à quelqu'un, ce sera moi. » Thornley hésita une seconde encore, puis céda avec un grognement résigné. 2 agents restèrent en faction à la porte, un autre dehors, armé. Les marches de bois craquèrent faiblement sous les pas de Miss Marple. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus du monde ordonné des raisonnements et la rapprocher de celui des passions humaines. Sur les murs, le papier peint défraîchi portait encore la trace d'une vie simple et honnête. En haut, une mince ligne de lumière filtrait sous la porte de la chambre d'amis. Elle s'arrêta une seconde, ferma les yeux pour retrouver cette sérénité de surface qu'elle maîtrisait si bien, puis frappa doucement. « Eleanor, c'est Miss Marple. » Une voix calme, presque résignée, répondit derrière la porte. « Entrez, Miss Marple. Je vous attendais. » Les marches cessèrent de grincer. Thornley, posté en bas, leva la tête, tendu. Dans le silence qui suivit, on n'entendait que le feu crépiter dans la cheminée de la cuisine. Miss Marple posa la main sur la poignée et entra lentement. La pièce baignait dans une lumière hivernale, froide et pure. Eleanor Sutton, ou plutôt Eleanor Marchand, se tenait debout près de la fenêtre, vêtue d'une robe grise. La pâleur de son visage contrastait avec le calme étrange de son regard. Sur la table, un carnet ouvert et une plume séchée semblaient attendre la dernière phrase d'une confession déjà scellée. Miss Marple referma la porte sans bruit. La confrontation qu'elle avait redoutée, espérée même, allait enfin commencer. La chambre d'amis baignait dans une lumière hivernale, blanche et muette. L'air sentait le linge propre et la cendre froide. Près de la fenêtre ouverte sur la pâle campagne, Eleanor était assise, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Sa robe grise se fondait presque dans la lumière. Elle avait ce visage épuisé des êtres qui ont dépassé la peur. Lorsque Miss Marple entra, elle leva lentement la tête et un sourire bref, presque apaisé, effleura ses lèvres. « Je vous attendais, » dit-elle. « Vous êtes arrivés. Vous êtes plus perspicace que tous les autres. » Miss Marple referma la porte derrière elle, posa sa canne contre la table et s'assit en face d'elle, calmement. « Vous saviez que tout finirait ainsi, Eleanor. Vous êtes allée trop loin,
Mais il n'est pas trop tard pour dire la vérité. Éléanore regarda la flamme du poêle avec rêverie. La vérité, oui, c'est tout ce qu'il me reste. Mais dites-moi, Miss Marple, croyez-vous qu'il existe un mal absolu? La voix de la vieille dame resta douce et mesurée. Non, je crois aux blessures et aux faiblesses. Les gens ne deviennent monstrueux que lorsqu'ils cessent d'espérer. Éléanore eut un léger rire, sans joie. Alors vous comprendrez que j'ai voulu réparer, punir ceux qui avaient détruit mon père, qui avaient jeté la honte sur son nom. Pendant qu'il vivait honoré et aisé, j'étais la fille du traître. Je n'avais rien, sinon la honte et la colère. Avec les années, la haine s'est fondue en quelque chose de plus tranquille, presque logique. Miss Marple rentra légèrement le menton, attentive. Vous avez confondu réparation et revanche. Vous vouliez dire au monde que votre père n'avait pas trahi. Au lieu de cela, vous avez tué les vivants qui auraient pu confesser d'eux-mêmes. Éléanore détourna les yeux. Ses doigts tremblaient sur le rebord de la chaise. Je n'ai pas pu m'arrêter. Chaque fois que je croyais que cela suffisait, je revoyais mon père ce soir-là, écrivant une lettre qu'il n'a jamais pu poster. Il avait juré d'avertir James Hawthorne avant la faillite, et il est mort avant d'en avoir le temps. Cette phrase, je l'ai lue tant de fois. Je n'ai pas eu le temps. C'est cela qui m'a hanté. J'ai voulu terminer cette phrase à sa place. Une ombre passa sur le visage de Miss Marple. Et pourtant, votre vengeance n'aura jamais rendu le temps à personne. Un long silence. Puis Éléanore murmura « Je n'ai jamais voulu tuer Michael. Jamais. Je me suis juré que lui, le moins coupable, le plus jeune, serait épargné. Peut-être parce que je l'aimais plus qu'il ne méritait. Et pourtant, vous l'avez détruit par la peur. » Éléanore hocha la tête, les yeux pleins de larmes. J'ai essayé d'arrêter avant lui, mais je savais qu'il découvrirait un jour qui j'étais. Je ne pouvais pas le laisser porter une honte qu'il n'avait pas voulu. Alors j'ai fui, espérant trouver le courage de mourir avant qu'il me retrouve. Mais je n'en ai pas eu la force. Miss Marple demeurait immobile. Sa voix s'adoucit. « Vous n'avez plus à fuir, Éléanore. Il existe une autre forme de courage, celle de l'aveu. » Éléanore resta muette un long moment, puis désigna d'un geste las la table près de la fenêtre. « J'ai tout écrit, les noms, les méthodes, les lettres que Danvers m'avait laissées, et celles de mon père, la vraie. La justice saura tout. Moi, je n'ai plus rien à offrir. » Miss Marple se pencha légèrement pour examiner les papiers. « Vous avez encore le temps, Éléanore. Le temps de parler, de redonner un sens à tout ceci. » Éléanore esquissa un sourire presque doux. « Peut-être que c'est cela, la fin véritable du pacte. Non pas une vengeance, mais un aveu. » Elle prit la confession rédigée, la tendit à Miss Marple avec un calme d'enfant. C'est alors que des pas précipités retentirent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Michael Sutton entra, suivi du sergent Thornley. Son visage ravagé portait les traces de nuit sans sommeil, mais dans ses yeux brillait une indignation impuissante. « Éléanore !» s'écria-t-il. Elle se retourna lentement. Sa voix fut douce, presque caressante. « Michael, je suis si fatigué. Mais avant de partir, je voulais que tu saches, tu n'étais pas coupable. Tu n'étais qu'un fils parmi d'autres, entraîné par la peur. C'est moi qui ai laissé cette peur vivre trop longtemps. » Il s'avança, bouleversé. « Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir parlé? Pourquoi t'être caché ?» Elle baissa les yeux. «
parce que je ne pouvais plus supporter ton regard, celui d'un homme bon que j'avais condamné malgré moi. » Une larme roula sur sa joue. Sutton tendit la main, mais elle recula d'un pas. « J'ai juré de ne jamais te tuer, Michael, parce que je t'aimais et parce que tu étais tout ce que j'aurais pu connaître du pardon. » Miss Marple se leva alors, d'un geste empreint de dignité. « Il est temps, Eleanor. Le sergent vous conduira. Vous avez livré assez de morts. Vous devez maintenant livrer votre vérité. » Eleanor acquiesça, résignée. Elle prit une inspiration lente, puis suivit Thornley vers la porte. Avant de franchir le seuil, elle se retourna vers son mari. « Les 2 coups à la porte, Michael, ne rappellent pas la mort. Ils rappellent qu'il faut toujours répondre à la vérité quand elle frappe, même quand elle détruit. » Sutton baissa la tête, incapable de pleurer ni de parler. Eleanor sortit lentement, encadrée par les agents. Miss Marple suivit du regard la silhouette grise qui s'éloignait dans le couloir. Puis elle ferma les yeux, murmurant presque pour elle-même. Le silence a tenu 25 ans. Il cède enfin. Le cottage de Miss Marple retrouvait son calme. L'ombre des événements récents s'effaçait peu à peu, comme si la maison elle-même reprenait son souffle après une longue épreuve. Dans le crépitement doux du feu, Miss Marple était assise à son bureau, une plume à la main, entourée de papiers soigneusement disposés. Devant elle, la confession d'Eleanor Marchand, 10 pages d'une écriture fine, régulière, presque dépourvue d'émotion. Elle relut lentement chaque ligne, s'arrêtant parfois sur un mot, sur une hésitation du style. Le document retraçait un quart de siècle de silence et de remords. Le complot ourdi en 1910, la faillite provoquée, la culpabilité étouffée, les serments signés du sceau des 2 marteaux. Richard Danvers, l'instigateur, Thomas Marchand, le complice soumis, James Hawthorne, la victime sacrifiée. Puis les années d'orphelinat, le legs posthume qui avait tout ravivé, et enfin la vengeance exécutée avec la précision d'un serment accompli. Eleanor avait voulu rendre la justice avec la même rigueur que ses ennemis avaient mis à la bafouer. Mais, pensait Miss Marple, la justice, lorsqu'elle se teinte de douleur, devient parfois plus cruelle encore que le mensonge qu'elle combat. Elle joignit doucement au dossier les lettres codées de Danvers et le feuillet jauni de Thomas Marchand, où l'homme avouait sa faute et implorait pardon à sa fille pour la honte qu'il lui léguait. Ces papiers, désormais, constitueraient une preuve complète, non pas tant contre les morts, mais pour la réhabilitation de ceux qu'ils avaient condamnés. James Hawthorne ne serait plus un banquier dissimulé, mais un homme droit qu'on avait détruit. Quant à Marchand, faible mais repentant, il trouverait enfin le repos au regard de l'histoire. C'était là, songea Miss Marple, la seule réparation possible. 2 jours plus tard, la presse londonienne s'empara du scandale. Les grands titres étalaient le nom d'Eleanor Marchand, la justicière aux lettres de sang. Le pays entier vibra d'horreur et de fascination. Les journalistes évoquaient tour à tour une héroïne tragique, une femme folle, ou une machine de vengeance construite dans les ruines d'un secret d'homme. Miss Marple, cependant, refusa toutes les visites. Aux rares voisins qui venaient frapper à sa porte, elle se contentait d'un mot courtois et refermait doucement. Pour elle, l'affaire était close. Dès que la vérité eut trouvé ses témoins, sa part dans l'histoire prit fin. Le soir même, elle plaça la confession d'Eleanor dans une petite boîte de bois,
à côté du registre de 1910 et du rapport officiel remis par Thornley. Elle ferma soigneusement le couvercle, le rangea dans le tiroir secret de son secrétaire et s'attarda un instant, les mains posées sur le meuble, comme pour y ensevelir symboliquement les 25 années d'ombre que cette affaire avait ramenées à la lumière. Puis elle sortit dans le jardin, où le vent d'hiver faisait bruisser les branches nues du pommier. Les cloches de l'église sonnèrent midi, lentes et graves. Le ciel était d'un gris sans contour, et l'air sentait la terre humide. Miss Marple s'arrêta près du vieux muret et leva les yeux vers la petite église au loin. L'affaire avait pris fin, comme finissent toutes les tragédies, non par la victoire d'un camp, mais par la reconnaissance du mal partagé. Les victimes avaient eu leur bourreau, et les bourreaux avaient eu, à leur tour, leur juge. Elle songea au bruit sec de ces 2 coups frappés à la porte, signal d'autrefois devenu symbole de mort. Ce code de fidélité, né d'un pacte d'hommes, avait traversé 25 ans pour réclamer son dû. 2 coups, rien de plus, et chacun d'eux avait scellé le destin d'un cœur coupable. Le vent souffla dans les haies, emportant les dernières feuilles rousses. À mi-voix, Miss Marple murmura « Ils ont cru sceller un secret, mais on ne scelle jamais le passé. Il attend, patient, et finit toujours par frapper 2 fois. » Elle rentra lentement, referma la porte derrière elle. Le silence du cottage reprit son règne, ponctué seulement par le balancement tranquille de l'horloge, tandis qu'au dehors, St. Mary Mead retrouvait enfin le calme des villages anglais, où, même après la tempête, les rideaux se referment avec discrétion sur les drames du monde.